Et bonjour à tous, on est voilà à la sortie de Porto Santo Stefano. Regardez comme c'est mignon, souvenez-vous il y a de cela quelques jours on était passé devant, on avait dit oh là là que c'est beau, on s'y arrêterait bien, et puis finalement le destin nous y a ramené pour y passer presque une semaine, hein. Je ne sais pas exactement combien de jours j'y ai passé, mais pas mal de temps. Donc on va en reparler justement, et ça va être l'occasion de débrief dans ce merveilleux panorama. Voilà, on a un petit peu de vent également pour l'instant de face. On va faire le tour, on va repartir, on va reprendre la même route que la dernière fois. En face de vous se dresse l'Isola del Giglio, que là cette fois-ci vous ne pouvez pas rater. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Pour l'instant on voit rien d'autre, donc on va faire le grand tour. Je vais vérifier rapidement ma carte. Je sais que pas loin il y a un caillou, mais je pense qu'on le voit d'ici. Effectivement. Donc on va encore continuer un tout petit peu, et puis voilà. Écoutez, ça va être l'occasion pour moi de débrief de cet endroit assez atypique, hein. On est déjà dans le sud de l'Italie, hein. J'ai l'impression d'avoir passé la frontière entre le nord et le sud en arrivant ici, quoi. Alors après on verra par la suite, mais vraiment il y a ce sentiment que je connais assez bien parce que j'ai quand même vécu 2 ans à Rome dans ma jeunesse, hein. De 19 à 21 ans j'ai vécu à Rome, je travaillais là-bas. Et du coup, bon bah écoutez, je retrouve un petit peu ce qui m'avait charmé dans cette ville, hein, ce côté social qui est vraiment très atypique, bah, des Méditerranéens du Sud, on va dire, anciennement Marseille. Ça s'est beaucoup perdu, mais anciennement, historiquement, ça l'était. Et on retrouve aussi beaucoup ça à Athènes, voilà, notamment dans les grands ports justement qui ont de tout temps connu beaucoup de cultures différentes, etc. Et ce qui en font normalement des zones très accueillantes, chaleureuses, etc. Bref. En tout cas, bon, qu'est-ce qui s'est passé au final? Je vois que ma drisse de spi, il va falloir que je la reprenne un petit peu. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a été gentiment ramené. Donc le moteur, on avait fait, je vous refais un peu l'historique, hein. Donc le moteur, on avait fait 3 heures de moteur de Talamone jusqu'à derrière le Promontorio, là où on va retourner. Arrivé à un certain endroit, j'en avais marre de faire du face au vent infini et tout. Je me suis dit, je vais couper le moteur et je touche un petit peu de vent. On va voir ce que ça donne, hein. Donc l'alternateur étant en bon état, étant effectif, c'est pas un problème de charge de batterie. Du coup à ce moment-là en tout cas, vu qu'on venait d'enchaîner 2-3 heures de moteur, et du coup la batterie, normalement batterie moteur, elle est pleine, elle a servi juste à démarrer, et puis après elle est full. Et donc on s'est retrouvé évidemment sans vent et sans moteur au bord de la falaise. Là-bas on va repasser devant, ça va nous faire tout drôle. Et malheureusement, après avoir tout essayé, notamment le fait, après moult check-up, vérification, etc., de voir s'il n'y avait pas un problème dans la continuité des câbles, de voir s'il n'y avait pas un faux contact, quelque chose qui aurait été visible comme ça à l'œil nu, contrôler évidemment tout le reste, parce qu'à la base j'étais pas certain que ce soit électrique, hein, donc on savait pas, hein, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être à cause... qui a fait ce bruit, c'est la bouteille. Ça aurait pu être à cause de à cause du boot. En plus il y a eu vraiment un petit enchaînement malheureux, et du coup il a fallu un petit peu décortiquer l'historique de l'avarie pour essayer de comprendre et de remonter au problème et d'arriver au mieux à faire un diagnostic. Voilà. Bref, on m'a ramené gentiment jusqu'au port de Porto Santo Stefano, et là j'étais donc sur le mall des avaries, le mall Garibaldi, qui n'est pas un mall de plaisance, hein, qui est fait uniquement pour les bateaux avariés, enfin en avarie. Et du coup, à partir de là a commencé la mission de trouver un motoriste, un électricien, etc. Et vous avez vu le village, hein, je vous l'ai filmé, vous avez la totalité du village, hein. C'est un gros village, c'est une toute petite ville, quoi, on va dire, hein. Donc du coup forcément il n'y avait pas grand monde, encore moins des électriciens avec pignon sur rue.
Le seul que j'ai réussi à avoir, il n'était pas là, il n'était pas dispo, il était en déplacement, etc. Je vous passe les détails, mais en tout cas compliqué d'avoir des gens, quoi. Et au final, sur ce môle, il y avait tous les pêcheurs. Et à un moment, j'ai vu un des gars qui passait sur ce môle avec un t-shirt avec un semblant de logo, de mécano ou de je ne sais quoi. Du coup, je l'ai gentiment interpellé. Et en fait, c'était un des pêcheurs. Et comment ça se passe en Italie? Voilà, pourquoi j'en viens là, c'est comment ça se passe en Italie. La personne, elle vient, elle a fait un check-up pendant une demi-heure de tout le truc, etc. Essayer de faire tout ce que j'avais fait au préalable, en gros. Après, elle a dit, bon, alors bouge pas, je vais revenir, j'en ai pour 10 minutes, je reviens. Il est revenu avec le booster, donc vous savez, les boosters pour faire partir les batteries des voitures, hein, c'est la même chose. Avec un autre collègue et tout, ils y sont mis à deux. Ils ont mis le booster sur la batterie. Saori n'a pas démarré. Rien, toujours pareil. Donc bon, là, je me suis dit, aïe, 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 du coup, c'est peut-être plus grave, etc. Bref. On a continué et là il a démarré, il a mis le booster directement sur le démarreur. Et là, Saori s'est mise à démarrer. Incroyable. Donc forcément de grosses probabilités comme quoi la batterie était naze. C'était quand même l'option numéro 1 depuis le début. Mais moi avec mes petites vérifications de bord, c'est-à-dire mon multimètre, je voyais bien qu'il y avait 13 volts sur la batterie et que du coup ça ne veut pas forcément dire qu'elle a assez de patates pour... Cette madrice, elle s'en va de plus en plus. Elle n'a pas forcément assez de patates pour démarrer le moteur. Mais par contre elle n'était pas à plat, complètement vide, etc. Ça j'en étais certain. Donc il y avait encore ce doute là qui restait. Et puis en plus la surprise par la suite c'est que une fois que donc Saori a démarré avec le booster, bah, par la suite le bateau démarrait normalement avec sa batterie classique, etc. Donc pareil, est-ce que c'était une question de charbon, etc. J'ai du mal à y croire puisque encore une fois le moteur était en route juste avant l'avarie, hein, donc il était parti. Donc normalement les charbons, s'ils sont atrophiés entre guillemets, s'ils sont complètement grippés, ils sont pas censés repartir après, quoi, à moins vraiment d'avoir un coup de... Mais sans avoir rien fait par rapport au démarreur, pas de coup de marteau et tout comme souvent on l'entend quand il y a ce problème là, bah, sans l'avoir fait, après là vous voyez que le bateau démarre. Donc j'avais quand même mis de côté cette hypothèse là. Et après entre le démarreur et la batterie moteur, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a le coup de batterie, le fameux coup de batterie qui... Ça m'avait fait exactement la même chose il y a quelques années. Et du coup j'avais changé le coup de batterie et j'avais pu régler le problème. Donc j'ai quand même checké le coup de batterie, etc. Mais bon, il paraissait en bon état. Hop, je vais juste finaliser ça. Hop. Hop, voilà, pour l'instant ça suffira comme ça. Hop. Voilà, donc ma chère Saori qui au final se remet à démarrer normalement comme si de rien n'était. Donc évidemment par prudence, moi je ne pouvais pas me permettre de repartir comme ça et de re-risquer, d'éteindre le moteur, redémarrer et de re-risquer exactement la même situation qui était au final pas très agréable, quoi, vraiment. C'était vraiment désagréable comme situation parce que vous êtes maître de rien, vous êtes sans voile et sans moteur, enfin sans vent et sans moteur, c'est vraiment très désagréable pour un chef de bord de se retrouver à ce point-là démuni, on va dire. Loin d'avoir, enfin voilà, d'après toutes les responsabilités et justement le cheminement à faire par le chef de bord à ce moment-là a été parfaitement respecté et tout s'est bien passé, etc., quoi. Mais il y a quand même ce sentiment de se retrouver un petit peu vraiment à la dérive, quoi. Voilà, donc par la suite le bateau redémarrait, etc. Donc je l'ai laissé tourner un petit peu pour, entre guillemets, que l'alternateur recharge un peu la batterie, même si je savais bien que c'était pas une problème de tension, encore une fois. Alors par la suite,
alors comment faire? Parce que ces gens-là, ils viennent à bord, ils vous dépannent, ils viennent chercher le booster, il revient, il repart, etc. Tout ça avec une sympathie incroyable. Et après, il s'en va, il te dit non, non, c'est bon, tranquille. Et je lui dis non, mais quand même, il faut bien que... Vous imaginez bien que des fois, vous avez affaire à des professionnels, ils vous prennent un rein et ils font la moitié des choses. Et là, c'est quelqu'un comme ça, par pure bonté, qui vient vous aider, qui prend 3/4 d'heure, une demi-heure de son temps. Allez, pas grand-chose non plus, mais le déplacement, le fait de le faire, tout simplement, là, au final, l'acte est le même, le résultat est le même à la fin. Donc, bon, je voulais un petit peu quand même pas faire mauvaise figure. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh, tu passeras au bar du coin, bar de la Marine, en gros, et tu me payeras un coup à boire, on ira boire un coup ensemble, etc. Bon, très bien. Du coup, je passe à ce fameux bar. Entre-temps, j'essaye de chercher à droite, à gauche, des professionnels, d'appeler, des électriciens, des motoristes, j'essaye tout, personne répond. Là-bas, de midi à 16h, déjà, c'est la sieste. À 16h, les mecs sont encore mal réveillés. Ouais, c'est compliqué, quoi. Ça fait partie comme ça de la Dolce Vita. Hein. Ça, donc, du coup, c'est toujours un peu compliqué. Je ne savais pas trop où étaient les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Donc je suis allé à ce fameux bar et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, il y avait un attroupement avec tous les motoristes, les mécanos, les électriciens, les pêcheurs, etc. Enfin, pas jusque là, mais en tout cas, plein de gens, notamment les pêcheurs du coin, qui ont pu appeler, etc. et me dépanner et trouver des coups par coup de fil et tout. Il a appelé son gars 2 minutes après, le mec il est venu en scooter, 2 minutes après il avait tous les instruments qu'il fallait. Et là encore, et ben ils sont venus à bord de Saori et en fait ils avaient un multimètre qui est bien plus particulier. C'est pas vraiment un multimètre, c'est carrément un testeur de batterie. Et là il a pu contrôler les batteries et on a pu voir l'ampérage des batteries. Et en tout cas, enfin pas l'ampérage en direct, mais en tout cas on a pu voir si les batteries étaient encore fonctionnelles ou pas. On l'a mis sur la batterie moteur, ça a bipé comme quoi la batterie était naze, a changé. Et on l'a mise sur la batterie servitude, ce qui me faisait le plus peur aussi parce que vu que j'ai le convertisseur 12220 sur la batterie de servitude, j'avais peur que ça soit à cause de ça que c'est créé plein de problèmes, même si normalement la batterie moteur est isolée. Du coup, bah écoutez, au final la batterie servitude est en pleine forme et la batterie moteur est à changer tout simplement. Donc c'est un simple changement de batterie moteur, ce qui est quand même assez bizarre parce qu'elle n'est pas si vieille que ça. Elle a 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans je dirais. Et bon, c'était une bonne batterie, donc c'était vendu pour tenir plus longtemps que ça, quoi. Donc je sais pas, après c'est vrai que moi je fais quand même un usage entre guillemets assez intensif vu que je vis à bord et que je navigue toute l'année. Donc peut-être que leurs moyennes calculées à eux sont sur des moyennes avec des gens qui naviguent moins. C'est aussi probable, donc à se renseigner. Bon, ça n'explique pas tout non plus, hein, parce que bon, c'est quand même bizarre que après des heures de moteur, elle n'ait pas pu se redémarrer avec un alternateur fonctionnel. Donc une fois que j'aurai chargé la batterie, je vais quand même cette fois-ci à terre, plus tranquillement dans une grande ville, peut-être demander à un électricien qui check en une demi-heure un petit peu tout le parc batterie et le circuit démarrage, moteur, etc. pour vérifier bien la continuité, vérifier qu'il n'y ait pas de perdition, que les masses sont bonnes et tout, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu. Donc voilà, écoutez, du coup j'ai profité que le bateau démarre pour le démarrer chaque jour 1 ou 2 fois, voir que ça démarrait. Et donc là j'ai profité, donc cette fois-ci on va pas éteindre le moteur et on va aller gentiment jusqu'au prochain port au moteur malheureusement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette journée là. Il y a un petit peu de vent portant, donc on va peut-être se faire aider un peu des voiles, mais dans tous les cas même si je suis sur neutre et que j'avance à la voile, je n'éteindrai pas le moteur par sécurité pour pouvoir au moins arriver à un endroit où je peux changer ma batterie tranquillement et après faire justement tous mes tests. Et puis à ce moment là on essaiera de faire démarrer le moteur un maximum de fois et vérifier que tout est bon, etc. Si besoin, aidé par un électricien. Voilà, bah écoutez, hein, le moteur, vous l'entendez, là ça va, hein, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport à ça, et ça c'est la bonne nouvelle, voilà. Et en plus, on part avec
avec la tempête qui nous a pas abîmé le bateau. Et donc c'était une double réussite pour Saori et moi. Voilà, écoutez, c'était pour vous parler un peu, voilà, de l'ambiance. Au final, comme je vous dis, je les ai tous trouvés au bar, je les ai payés en coups à boire et en remerciements chaleureux, en sincérité, voilà, vous savez, des fois un merci qui sort du fond du cœur et un de rien où il n'y a pas de souci, t'inquiète, qui sort aussi du fond du cœur, gratuit pour vos beaux yeux, juste parce que voilà, ils voient que vous êtes un Français qui parle poliment italien, qui essaye d'être, de pas justement à être arrogant, etc. Et du coup, bah, ils ont envie, voilà, de l'aider, d'aider son prochain, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est encore très, voilà, qu'on retrouve beaucoup en Italie du Sud, et ça me fait plaisir de le retrouver dès maintenant. Voilà, ça fait du bien. Et pareil, donc pour la personne qui est venue avec son multimètre de compétition, son testeur de batterie, et ben pareil, puis celui qui l'a appelé, etc. Voilà, je leur ai tous un petit peu donné un petit crédit au bar pour qu'ils puissent boire quelques coups ou payer une tournée, ou qu'ils s'arrangent entre eux. Mais en tout cas, voilà, au final, ça m'a coûté peut-être 1 heure de main d'œuvre ou un truc comme ça, mais au moins c'est fait avec le bon cœur, et c'est très appréciable, quoi. Ça vraiment, ça fait du bien. Vous vous sentez, alors c'est galère, hein, c'est pas vous appelez, vous pointez à pignon sur rue, la personne elle vous donne un rendez-vous tel jour à telle date, elle vient à l'heure et tout. Là ça a rien à voir, hein. J'ai mis 4 jours avant de trouver quelqu'un qui soit justement la bonne personne aussi, parce qu'un tel vous renvoie à l'autre, l'autre il est motoriste mais pas électricien, l'autre il est pas électronicien, bref, c'est toujours la même chose. Donc c'est toujours assez compliqué, mais au final il y a toujours quelqu'un, voilà, au final c'est les pêcheurs qui m'ont été d'une plus grande aide. Voilà, donc écoutez, hein, c'est pour vous donner un peu le ressenti, hein, c'est aussi ça ma chaîne, c'est aussi ça les futures vidéos, hein, ça va être un petit peu en Espagne. Malheureusement j'ai beaucoup j'ai fait énormément d'étapes, donc je vous ai partagé énormément d'endroits, mais il y a peu d'endroits où j'ai pu vraiment m'arrêter. Il y avait Almerimar, je crois, je m'étais arrêté un petit peu, Carthagène aussi, mais il y avait peu de villes où j'ai vraiment, ou de ports où j'ai pu m'arrêter pour vraiment profiter, etc. Et là en plus il n'y a pas la barrière de la langue, parce que aussi j'ai fait tous les efforts du monde pour essayer de parler un petit peu un semblant d'espagnol, mais par contre là, bah, j'ai quand même un italien qui me permet de parler avec n'importe qui de n'importe quoi, et utiliser des formules de politesse, et comprendre un peu l'humour, le second degré. C'est des choses comme ça qui sont très difficiles quand vous ne parlez pas la langue. Il y a des choses très compliquées, c'est notamment l'humour, le second degré, bon c'est un peu lié, mais le côté sarcastique, quoi, et s'énerver quand c'est pas dans sa langue, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est ces 3 choses là, si vous savez les faire et rêver dans la langue, voilà, si vous avez ces 4 choses là, c'est que vraiment vous pouvez vous permettre de dire que vous êtes bilingue, quoi. Et donc voilà, bah écoutez, en espagnol j'avais aucune notion, donc c'était très compliqué. Voilà, bah écoutez, ça va me permettre de vous partager un petit peu la suite. Aujourd'hui on est parti pour, ah puis je vous ai pas parlé aussi des commerces, les commerçants, etc. Regardez, je suis parti chercher une petite douceur du sud de l'Italie. Alors c'est pas le plus beau, mais en tout cas il est frais. C'est fait sur le moment, regardez. Un petit canistrello, je sais pas si vous le voyez. Bon, il ressemble à rien là, désolé, il a été un peu mal martyrisé. Non, j'ai dit quoi? Non, j'ai dit n'importe quoi. Un petit canolo, c'est un canolo qui est normalement avec des petits morceaux de pistache en plus. Et du coup, spécialité de Sicile. Et bah voilà, vu qu'on est un petit peu dans le sud, j'en ai retrouvé, c'est très bon. Moi qui suis pas sucrerie, etc. Et puis les Italiens qui sont pas non plus des as de la pâtisserie, ça pour le coup vous pouvez y aller, et c'est fait al momento. Donc vous avez le petit cône, le petit tube là en espèce de pâte feuilletée ou je ne sais quoi, ça ressemble à des oreillettes un petit peu,
qui est donc sec et qui reste sec, bien croustillant. Et au dernier moment, ils mettent cette espèce de crème pâtissière ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a ce côté un petit et qui sort du frais comme ça. Et donc il y a ce côté frais plus croustillant qui est très appréciable. Et voilà. Et puis là, à chaque fois, que ce soit là, j'ai pris des petites portions de pizza aussi à Al Taglio. Vous savez, ces pizzas qui sont en grand carré comme ça, avec plein de goûts différents. Vous demandez une petite part de ça, une petite part de ci, une petite part de ça. Alors c'est loin d'être les plus savoureuses, hein. Méfiance, attention, ne dites pas que ça c'est des pizzas italiennes, parce que les vraies pizzas italiennes, ça va être la pizza napolitaine ou d'autres pizzas qui sont la classique, la ronde quoi. Qui là vraiment c'est un fin mets. Mais ces petites pizzas al trancio comme ça, bah, c'est du pour manger sur le pouce quoi. C'est vraiment des petits trucs comme ça et pareil à chaque fois ils vous font payer moins cher et tout parce qu'ils savent bien que là c'est des prix un peu touristes. Et vu que vous êtes sympa, ils discutent avec vous, ils sont intéressés, ils sont pas là pour faire faux semblant d'être gentils pour derrière que juste que vous reveniez les voir et que vous payez plus chez eux comme ça a été le cas en Occitanie. C'était un enfer les commerçants en Occitanie de ce côté faux cul quoi, de vraiment être tout le temps là dans la seule sympathie. C'était dans le seul but de vous estorquer de l'argent au final, puisque à partir du moment où vous vous demandiez ou vous aviez besoin de quoi que ce soit mais qu'il ne rapportait rien, c'était direct un non négatif, niette, ciao bye, c'est mort, désolé, c'est pas dans notre pouvoir, blablabla, c'est impossible, la machine ne peut pas le faire. Bref, vous les connaissez toutes. J'en ai eu quelques-uns en Toscane hein, aussi, des comme ça, donc faut pas non plus faire trop de généralité et tout, hein. Attention, il y a des gens exceptionnels en Occitanie, il y a des cons en Italie et tout, donc voilà, c'est vraiment plus un ressenti. En Toscane, c'était énormément ça aussi, hein. Mi dispiace, non è possibile, blablabla, blablabla. Ça, c'est infernal, ces gens-là fermés comme ça, ces machines qui vraiment qui mériteraient presque à être remplacés par des robots tellement ils sont encore moins ils ont encore moins de compréhension et de comment on appelle ça, de compassion que les intelligences artificielles d'aujourd'hui, qui au moins arrivent à faire semblant comme il faut. Donc voilà, écoutez, voilà, donc ça fait du bien de retrouver voilà cette sincérité. Moi c'est pour ça que je suis parti dans le sud de l'Italie, dans la Grèce. Depuis le début je suis parti de Oléron et que j'ai passé Chassiron, premier coup de barre vers le sud, 180 degrés. C'était pour venir à partir de, on va le voir, on va commencer à le vivre à partir de après Naples. Voilà, après Naples il va y avoir encore toute la côte amalfitaine. Et à partir de là, donc on va quand même voir des dingueries, hein. Il va y avoir Capri, Ischia, etc. On va voir des merveilleuses choses, ça j'en doute pas. Mais par contre, après, on va vraiment prendre le temps, se poser, rencontrer, faire des belles rencontres et tout, parce que là-bas les gens sont vraiment agréables à rencontrer. Voilà, c'est cette chaleur qui fait, il faut le vivre, hein. Je vous invite à le vivre, hein. C'est difficile à expliquer, c'est pas pour enterrer non plus les Français, etc. Mais quand on voit la vie à Paris et quand on voit le comportement humain surtout, c'est pas forcément la vie, parce que la ville en soi, elle a ses qualités, ses défauts, comme toute grande ville, comme toute capitale. Londres c'est pareil, etc. Il y a plein de grandes villes où forcément il y a des bons et des mauvais côtés qui sont inhérents aux grandes villes. Mais par contre, l'ambiance générale du côté humain qui se dépiote de jour en jour en France, et qui du coup pareil, ce cercle vicieux qui du coup tire un peu tout le monde vers le bas, et que même les gens les plus sympathiques, les plus optimistes, ils arrivent maintenant à être dépités, à lâcher prise et à se dire ouais mais enfin vraiment à perdre espoir quoi. Même les optimistes perdent espoir quoi. Et moi j'en étais un fort, très optimiste de nature, et je perdais vraiment espoir, hein. Et de retrouver voilà ces moments là comme ça de gens qui viennent juste pas forcément les personnes qui sont venues m'aider, etc. Parce que là forcément c'est pas très objectif, parce qu'il y a vraiment des personnes qui viennent vous aider gratuitement comme ça, sans contrepartie et tout. Bon, forcément on peut pas ne pas apprécier.
mais même ces rapports avec ces commerçants, etc., la gentillesse des gens et tout. Enfin voilà, ce côté ouvert d'esprit, qu'il n'y a pas, c'est pas fermé, c'est pas les règles, elles sont pas dictées dans le sud de l'Italie, et c'est ce qu'on appelle un peu ce côté dolce vita. C'est pas juste la coulée douce, c'est aussi que, et surtout, c'est surtout ça, et c'est beaucoup plus dur à expliquer, c'est ce côté où vraiment les gens vont ne pas se fier à un archétype classique, un schéma très classique de comment on répond à un étranger, un touriste, comment on se comporte avec quelqu'un de riche, comment on se comporte avec quelqu'un de pauvre, comment on se comporte avec quelqu'un qui parle pas bien la langue, comment on se comporte avec je sais pas, enfin, ou même en général avec son voisin, avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants. Ici il y a des choses qu'on ne voit pas en France, et c'était pareil en Espagne, hein. Il y a des dingueries qu'on voit en France, comportementales, que ce soit en couple, en famille, etc., qu'en Italie, en Espagne, évidemment qu'il y a des cris, il y a des trucs, mais il y a beaucoup plus de, quand même, encore cette notion de respect, d'humilité, d'honneur, de ci, de ça, voilà. C'est des choses qui alors, sont pas toutes bonnes à prendre, hein. Il y a des choses encore un peu archaïques, mais au final, je trouve que malgré ce côté-là un petit peu traditionnel de l'Italie, parce que l'Espagne je connais moins, mais j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Il y a ce côté encore chrétien, encore sous-jacent, hein, qui n'est pas présent, mais qui est sous-jacent. Donc forcément avec les règles de l'Église, quoi. Et pareil, un peu ce côté traditionnel avec la famille, le mariage, etc., etc. Beaucoup plus qu'en France. Mais malgré tout, ils ont ce côté moderne avec cette ouverture d'esprit sur, j'en sais rien, toutes sortes de problèmes très modernes, etc. Avec les genres humains, avec le qu'est-ce que j'allais dire, avec les genres humains et avec, bref, toutes sortes de sujets modernes, etc. Et ils ont autant de problèmes que nous, hein. Politiquement, l'Italie, c'est le néant, hein. Ça fait depuis que je m'intéresse, entre guillemets, ou depuis que j'ai des notions de politique, c'est-à-dire, j'en sais rien, depuis 20 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est le chaos en Italie, hein. Donc après, je ne suis pas très intéressé de près, hein. Donc, du coup je dis ça comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même de gouvernement bancal en gouvernement temporaire, en truc, enfin il se passe des dingueries, hein. Il y a quand même eu là récemment, il y a quelques années, pour remporter les élections, il y a quand même l'extrême droite qui s'est alliée avec l'extrême gauche. Enfin ça c'est c'est quand même, là on est dans on nage, quoi, hein. Donc voilà, l'Italie elle a aussi ces problèmes, comme tout le monde, etc. L'écologie, c'est ça que je voulais parler. Voilà, ils ont des problèmes, ils sont aussi très intéressés là-dessus, blablabla et tout. Donc voilà, chacun, ils ont aussi ce côté très moderne malgré le côté traditionnel. Voilà, et peut-être le gros défaut qu'il y aurait quand même, et qui malheureusement se ressent encore et n'arrive pas à disparaître. Il y a un petit fond quand même, un petit peu de nonchalant avec certains étrangers, quoi, pour pas dire raciste, quoi. Donc du coup c'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle. Moi je l'ai toujours déploré parce que enfin moi dans mon entourage en France, j'ai eu la chance dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans là où j'ai grandi, dans l'époque où j'ai grandi, hein, génération 88 et tout, on était vraiment enfants des années 70, etc. Donc vraiment c'était quand même assez particulier, cette génération là, les enfants rois, etc. C'était un peu cette époque là, le début de ces trucs là, et au final moi en France j'ai jamais vraiment vu ou entendu ou subi ou même vécu ou même aperçu vraiment de racisme pur, quoi, enfin d'actes de racisme. Alors je sais qu'il y en a aussi dans d'autres endroits, hein. Nous les Bouches-du-Rhône on est plutôt tranquille avec ça, mais il y a des régions un peu plus reculées où c'est très présent.
Mais c'est vrai qu'en Italie, par contre, bah, ça m'est arrivé d'en voir et tout, sans que ça soit hardcore, hein, attention, hein, c'est juste des vieilles blagues, des vieux trucs, des trucs qui se transmettent de génération en génération sans que c'est vraiment de sens, etc. Mais comme on entendait aussi en France beaucoup, hein, il y a beaucoup de mots, d'expressions françaises qui ont disparu là ces dernières dizaines d'années, vingtaine d'années. Qu'on disait parce que et qui avait sous des connotations colonialisme, etc. de justement il y a plein d'expressions qu'on utilisait sans faire attention, etc. quand on était enfin quand moi j'étais petit et que tout le monde disait partout, même à la télé, dans les films, partout, et qu'aujourd'hui ça serait impensable, enfin aujourd'hui c'est pas plus correct de le dire et ça ne se dit pas, quoi, voilà. Et donc ça, la France a quand même pas mal évolué là-dessus ces dernières 20 années. Et bon, l'Italie a un petit peu de retard, mais ça viendra. Ça viendra. Voilà, écoutez, c'est pour vous donner un peu du ressenti, hein. C'est vraiment... c'est très subjectif au final, hein. Faut pas prendre ça comme un avis... Enfin, un avis objectif, déjà, ça n'a pas de sens de dire ça. Donc, ça n'est pas comme quelque chose de concret, de verrouillé, etc. Il y a énormément d'Italiens qui se battent contre le racisme, il y a des actes de racisme aussi en France, etc. Et tout. Mais voilà, c'est là où c'est un peu plus, voilà, là où c'est un peu plus fin, c'est justement sur toutes ces expressions. Je sais pas si ça vous parle, hein, j'ai pas envie de les sortir comme ça, mais il y a vraiment que ce soit des mauvaises blagues qu'on faisait avant, ou des expressions, ou même des objets qu'on appelait de façon discriminatoire pour certaines populations, avec un couvert de vieux colonialisme, etc. Et qui aujourd'hui a quand même fort heureusement disparu. Voilà. Bon, les Italiens, ils n'ont pas colonisé grand chose, donc ça va. Comparé aux Anglais et aux Français, qui eux ont été vraiment un fléau pour un fléau dans un bouleversement mondial quand même il y a énormément de pays qui ont complètement pris une autre direction qui était leur destinée propre à cause du colonialisme français. Mais bon, après ça n'a pas été pareil pour toutes les empires, etc. À chaque fois, forcément, ça a tendance à forcément bouleverser un petit peu les cultures, voilà. Et avec peut-être aussi quelque chose pas de nécessaire, mais voilà, forcément aujourd'hui beaucoup d'échanges de culture et et difficile aujourd'hui d'être raciste avec le nombre d'ADN variés que l'on a. En tout cas, dans nos veines coule du sang énormément de pays différents. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais quand même pour pas mal de personnes, hein, vivant en France. En tout cas, il y a quand même pas mal de gens qui ont été immigrés à plein d'époques différentes, hein. Donc forcément, ça fait aussi ce mélange de culture, et ça apporte aussi une richesse et une variété qu'a la France, et qui est aussi un petit peu grâce au fait que la France a été quand même un pays d'accueil à beaucoup de reprises. Alors d'accueil, est-ce que c'est un accueil de pur altruisme ou c'est un accueil intéressé? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ça a permis quand même ces mélanges, etc. Et ça évite justement, ça tue dans l'œuf un petit peu le racisme et tous ces problèmes là. Voilà. Bon, en tout cas, là, depuis que je suis en Italie, j'en ai à aucun moment vu ni vécu ou quoi que ce soit, hein. Donc je dis ça, c'est vraiment c'est plus dans la politique aujourd'hui, politique d'extrême droite, etc. Donc il y a quand même ce truc sous-jacent qui ferait bien de disparaître définitivement de ce pays qui sert à rien en fait. Il sert à rien parce que les Italiens, ils sont vraiment, ils ont pas à se plaindre. Voilà, bon écoutez, je vous embrasse, hein, ça a été une longue discussion. L'intérêt c'était de vous raconter quand même le ressenti, cette arrivée dans l'Italie du Sud, et j'espère que des vidéos comme ça, il y en aura d'autres, et qu'elles seront aussi
rempli de passion. Voilà, je sais pas comment vous dire, c'est assez compliqué. Évidemment, toutes mes vidéos sont improvisées. Il n'y a pas de texte préparé, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Donc forcément, des fois, ça peut être un peu long, un peu lent, un peu répétitif. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que moi, quand je coupe la vidéo, vu qu'il n'y a pas de montage, faut pas que je me dise derrière, ah bah tiens, dommage, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Regardez-moi cet olivier qui a subi la tempête sans souci. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est toute tordue. Elle est toute tordue. Et voilà, il y a eu un petit peu de pluie aussi par-dessus, donc tout va bien. Regardez, le jasmin est plutôt en forme. Je pense que je vais commencer à un peu les raccrocher comme il faut, parce que sinon elles vont pas se développer en fait. Parce que vu que c'est des plantes qui regardez là-bas par exemple, il y a des nouvelles pousses et elles galèrent parce qu'elles sont dans le vide et il faut pas ça, je pense. Donc il va falloir que je les retresse comme il faut pour qu'elles puissent s'épanouir, voilà, comme nous. Bon, cette côte là vous la connaissez, hein, vous avez qu'à regarder les vidéos précédentes. Donc on va faire, là on avait fait la côte nord, là on fait la côte ouest, on va refaire la côte sud. Et vous savez quoi, on se retrouve à la falaise. On se retrouve à la falaise et on reprend d'ailleurs, qui est derrière ce caillou là-bas. Et on reprend là où on en était. Voilà, et le vent est toujours de face pour changer. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Isola del Giglio devant vous. Bye bye.